Je n'avais jamais cru au Bigfoot jusqu'à ce qu'une créature de près de 3 mètres me pourchasse sur 11 kilomètres de sentiers de VTT à des vitesses qui auraient dû nous tuer tous les deux. Je m'appelle Marcus Vance. J'ai 51 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie sur 2 roues. J'étais coureur de VTT de descente professionnelle à la fin des années 80 et dans les années 90, jusqu'à ce qu'une chute catastrophique en Virginie occidentale en 97 mette fin à ma carrière avec une fracture ouverte du fémur. Dès 99, je m'étais reconverti dans la conception de sentiers, créant des parcours de VTT pour des promoteurs privés et des municipalités septembre 2005. Je me trouvais dans la Gifford Pinchot National Forest, dans le sud de l'État de Washington. Un groupe d'investissement immobilier avait acheté 194 hectares pour créer une station de VTT exclusive. Il m'avait offert 35 000 $ pour la conception complète du réseau de sentiers. J'avais passé 6 semaines à arpenter la propriété. La pièce maîtresse était une piste de descente de 8 km avec un dénivelé de près de 600 mètres. Je roulais sur un Turner RFX de 2005, tout suspendu, plus de 6 000 $ d'investissement. Sur mon casque était montée une caméra Sony HDR HC, un qui enregistrait de la vidéo haute définition sur des cassettes mini-DV. Pour 2005, cette caméra était à la pointe de la technologie. Il était 10h45 quand j'ai commencé ma descente. L'air de septembre était vif, environ 14 degrés. J'ai allumé la caméra et j'ai entamé la session de test. La première section était une piste de flow avec des virages relevés fluides pour prendre de la vitesse. J'ai négocié le pierrier technique à la perfection, sauté une marche de plus d'1,50 m et atterri en douceur. Cette piste allait être extraordinaire. C'est là que j'ai vu les empreintes. Des empreintes de pas fraîches, imprimées dans la terre humide. Pas du cerf, ni du wapiti, ni de l'ours. C'étaient d'énormes empreintes de pas, faisant facilement le double de la taille de grandes bottes humaines. Je me suis arrêté pour les étudier. Chaque empreinte mesurait au moins 43 cm de long sur 20 de large. L'enjambée faisait facilement 1,80 m. Elles étaient profondes, montrant une répartition de poids authentique, avec des impressions d'orteils individuels et des motifs de crête dermique extrêmement fraîches. Une sensation de malaise m'a parcouru l'échine. J'étais profondément isolé, pas de réseau mobile. Ma radio avait peut-être 5 km de portée, probablement juste quelqu'un qui s'amuse, me suis-je dit à voix haute, sans conviction. J'ai repris ma route, mais ma confiance s'était évaporée, puis j'ai senti cette odeur. Une puissante odeur musquée, un mélange de fourrure d'animal mouillé et de végétation en décomposition. Assez intense pour que je la sente même en mouvement, elle a déclenché des avertissements ancestraux. Puis, j'ai entendu du mouvement dans la forêt à ma gauche, quelque chose de grand qui se frayait un chemin à travers le sous-bois sans chercher à être discret. Je me suis arrêté net, les 2 pieds au sol. Le mouvement a cessé. Un silence oppressant est tombé. À travers une trouée dans les buissons, à une quinzaine de mètres, je l'ai vu, un visage qui m'observait directement. Ce n'était pas humain. Les proportions étaient fondamentalement anormales. Trop large, trop plat, une arcade sourcilière proéminente au-dessus d'yeux profondément enfoncés, quelque chose qui violait toutes les catégories que je connaissais. Et c'était massif. Nous avons maintenu le contact visuel pendant 5 secondes qui m'ont paru des heures. Ses yeux sombres et profondément intelligents. Puis il s'est redressé, 2,40 m, peut-être plus près de 2,70 m, couvert d'une fourrure brun-noir foncé. Des épaules extraordinairement larges, des bras disproportionnellement longs. Il a ouvert la bouche et a produit un son qui m'a glacé le sang, une vocalise qui était à la fois un rugissement et un son dérangeant d'humanité. Je n'ai pas réfléchi, un pur réflexe. J'ai clipsé mes pédales et j'ai commencé à pédaler. Derrière moi, cette vocalise s'est répétée, suivie par le bruit de quelque chose de grand s'écrasant à travers la forêt, parallèlement au sentier. Il me poursuivait.
Le vélo a accéléré 40 km par heure. 50, 55. Pas suffisant. Je pouvais l'entendre maintenir l'allure sur ma gauche, à une trentaine de mètres dans la forêt. Des branches qui craquaient, des pas lourds que je pouvais sentir à travers le sol. Le sentier plongeait brusquement. 65. 72. La caméra enregistrait tout, le sentier défilant vers moi, des aperçus de fourrure sombre se déplaçant entre les arbres. J'ai heurté une section de racines à pleine vitesse. Le vélo a violemment rué. J'ai réussi à passer. Le sentier tournait à gauche. Je me suis penché au maximum, en maintenant une vitesse maximale. Pendant un instant, les bruits de la poursuite se sont estompés, puis je l'ai entendu à nouveau, plus près. Il avait coupé à travers l'intérieur de ma courbe, anticipant ma trajectoire. Cette chose était intelligente. Le sentier plongeait à nouveau, une pente à 45 degrés. J'ai lâché les freins. 90, 96. À cette vitesse, une erreur signifiait la mort. Derrière moi, les bruits de fracas ont cessé. Puis, je l'ai vu devant moi à une soixantaine de mètres en contrebas du sentier, debout en travers du chemin, les bras écartés, comme pour me rabattre. Pas le temps de réfléchir. J'ai viré brusquement à gauche, abandonnant le sentier, et j'ai percuté la forêt vierge à 72 km par heure. J'étais hors piste dans une forêt non aménagée, une folie. Mais je n'avais pas le choix. La créature a rugi de nouveau à 8 mètres derrière moi. J'ai slalomé entre les arbres. Un passage entre des cèdres à peine plus large que mon guidon, je me suis faufilé. Un tronc d'arbre abattu. J'ai soulevé les deux roues, je l'ai franchi. La créature l'a simplement enjambé d'un seul mouvement fluide. Une branche a accroché la caméra, la faisant pivoter sur le côté, devant le sentier. Je suis revenu en catastrophe sur la piste conçue. Le vélo semblait anormal. La suspension arrière cliquetait. Cette section comportait des sauts de type table. 3 sauts consécutifs, chacun progressivement plus grand, premier saut à 80 km par heure. Le vélo a décollé, volant sur 10 mètres. Atterrissage net. Deuxième saut, plus grand. J'ai volé encore plus loin, troisième saut, le plus grand. Une bosse de 2 mètres avec un trou de 15 mètres. J'ai heurté la bosse et je me suis envolé. Silence complet, à l'exception du vent. J'ai franchi le trou, atterri loin. Impact brutal. La suspension arrière cliquetait plus fort. Un pierrier approchait. J'ai suivi la trajectoire à toute vitesse. Derrière moi, la créature passait à travers les rochers, par-dessus. Ma suspension arrière était définitivement endommagée. Elle grinçait maintenant. Le sentier s'ouvrait sur une section rapide. J'ai vérifié derrière moi. La créature était à 40 mètres, galopant à 4 pattes, égalant ma vitesse de 72 km par heure. Impossible, le sentier plongeait dans une forêt dense, un parcours de slalom. Je l'ai attaqué à 80, virage à gauche si serré que ma pédale a failli heurter un tronc. Mes pneus étaient à la limite absolue de l'adhérence. Les arbres étaient trop rapprochés pour que la créature maintienne sa vitesse. Pour la première fois, je la distançais. Puis ma suspension endommagée a complètement lâché. Un claquement métallique. L'arrière est devenu instable. Une panne mécanique à ces vitesses était catastrophique. Mais j'ai continué à rouler. Un pont en bois que j'avais construit enjambait un ruisseau. J'ai pris le saut précédent. J'ai atterri sur le pont. Le bois a résonné. Derrière moi, la créature a atteint le pont. Le bois a gémi et craqué. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. La créature se tenait de l'autre côté, la poitrine haletante, me regardant m'éloigner. Nos regards se sont croisés. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, de la reconnaissance, du respect. Puis il a disparu de ma vue. J'ai continué à rouler, m'attendant à ce que la poursuite reprenne, mais ce ne fut pas le cas. Je m'étais échappé. Je n'ai pas ralenti pendant encore 2,5 km. Quand je l'ai fait, ce n'était pas par choix. Ma roue arrière s'est complètement bloquée. J'ai freiné brusquement, j'ai déclipsé. Je suis resté là, à respirer si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Lentement, j'ai regardé en arrière. Rien, je m'étais vraiment échappé. J'ai vérifié ma montre. 13h35. Mon camion était à 6 km.
avec un vélo cassé, autant dire 60. La biellette arrière avait entièrement cédé. La roue était coincée. Ce vélo n'irait nulle part. La caméra avait tout enregistré. J'ai levé la main. La lumière rouge était toujours allumée. Elle avait tout capturé. La preuve. J'avais la preuve que Bigfoot était réel. Je l'ai éteinte. J'ai commencé à pousser le vélo. J'avais progressé d'environ 500 mètres quand je les ai entendus. Des vocalisations provenant de plusieurs directions. Des ululements, des grognements, des sifflements modulés. Ils se répondaient. Un venait d'en haut de la pente, une réponse d'en bas, un troisième de derrière. Ils se coordonnaient, m'encerclaient. J'ai abandonné le vélo. J'ai détaché mon sac à dos, attrapé la caméra. Je l'ai fourré dans le sac. Les appels ont repris, plus proche. J'ai commencé à courir. Pas sur le sentier. J'ai coupé brusquement à droite, dans la forêt. Derrière moi, quelque chose de grand se déplaçait à travers les bois. Mes chaussures de vélo ont glissé sur la mousse humide et je suis tombé lourdement. Une douleur fulgurante a traversé mon poignet gauche. Je me suis relevé. J'ai continué. Une pente raide s'ouvrait devant moi. Je n'ai pas ralenti, moitié courant, moitié glissant. J'ai perdu l'équilibre et j'ai dévalé la pente. J'ai atterri en bas, le souffle coupé. Au-dessus de moi, une silhouette est apparue, massive et sombre. Elle m'a regardé, inclinant la tête, puis elle a commencé à descendre de manière contrôlée. Je me suis relevé en vitesse et j'ai couru. Le terrain était marécageux, devant une clairière. J'ai débouché dans une prairie naturelle. D'environ 1,5 hectare, l'herbe m'arrivait à la taille. J'ai plongé dedans et j'ai couru. À mi-chemin, je les ai entendus émerger derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes poumons me brûlaient. Je n'étais plus un jeune homme. 51 ans. La lisière de la forêt était à 12 mètres. 10, 6. Je me suis écrasé dans la forêt et j'ai plongé derrière un tronc d'arbre abattu. À travers une fente dans l'écorce, je pouvais voir la prairie. 3 d'entre eux sont sortis des bois. Le plus grand mesurait au moins 2,60 mètres. Les 2 autres étaient plus petits. Tous les 3 étaient massifs, se déplaçant avec une coordination évidente. Ils se tenaient à la lisière de la prairie, regardant le chemin que j'avais laissé. Le plus grand a émis une vocalise. L'un des autres a répondu. Il parlait. Le plus grand a pointé directement vers l'endroit où je me cachais. Mon cœur s'est arrêté. Ils savaient exactement où j'étais. Mais ils ne m'ont pas poursuivi. Au lieu de cela, le plus grand a émis une autre vocalise. Puis, tous les 3 ont fait demi-tour et sont retournés dans la forêt. En quelques secondes, ils avaient disparu. Je suis resté allongé derrière ce tronc pendant 15 minutes entières. Mais rien ne s'est passé. Ils étaient partis, vraiment partis. Pourquoi? Ils m'avaient à leur merci, mais ils avaient choisi de ne pas le faire. J'ai sorti ma radio. Ici Marcus Vance. Je suis sur le réseau de sentiers de Gifford Pinchot, à 6 km au nord-est du départ de Carson Ridge. J'ai besoin d'aide. Mon vélo est hors d'usage et je suis blessé. Faiblement. Reçu, Vance. Rangers en route. De l'aide arrivait. L'attente fut une agonie. À 14h57, j'ai entendu des voix. Vance. Marcus Vance. 2 rangers ont émergé. Thompson et Rodriguez. Thompson a examiné mon poignet, probablement une fracture. Rodriguez a récupéré mon vélo pendant que Thompson et moi marchions jusqu'au parking. Thompson, ai-je dit, vous avez déjà entendu parler d'observation de Bigfoot dans cette région? Il m'a jeté un regard. Si vous avez vu quelque chose d'inhabituel, dit-il doucement, vous ne seriez pas le premier, on reçoit des signalements. La plupart des rangers ont des histoires. Il y a 5 ans, j'ai trouvé des empreintes de pieds nus, mais énormes, 45 cm de long. Je ne sais pas ce que c'était. Ce n'était ni des empreintes d'ours, ni des empreintes humaines. C'était autre chose. Ils m'ont conduit à l'hôpital Skamania General. Les radios ont confirmé une fracture du poignet. Plâtre pour 6 à 8 semaines. Thompson m'a ramené au parking. Au moment où je sortais, il s'est retourné.
Ces images que vous avez, quoi qu'il y ait dessus, réfléchissez bien avant de les partager. Une fois qu'elles sont diffusées, vous ne pouvez plus contrôler ce qui en adviendra, ni ce qui arrivera à ce que vous avez filmé. Il savait que j'avais des images. Je suis rentré chez moi en voiture. Le temps d'arriver à mon appartement, j'avais pris ma décision. J'ai connecté la caméra à mon ordinateur portable. Les images étaient extraordinaires. Des plans clairs, la première rencontre, la poursuite, les 3 créatures à la lisière de la prairie. C'était de la vidéo haute définition nette. C'était la preuve. Mon téléphone a sonné. Mon client, David. Marcus, comment s'est passée la session de test? J'ai de la documentation. Mais David, il faut qu'on parle. Je ne pense pas que vous devriez ouvrir le sentier au public. Pourquoi? Il y a une faune sur votre propriété. Une faune sensible, rare. Ouvrir le sentier pourrait la déranger. Quel genre de faune? Je ne peux pas le dire précisément, mais votre propriété est spéciale. Ce qui s'y trouve a besoin de protection, pas d'être transformé en station de VTT. Silence. Vous êtes sérieux? Tout à fait. D'accord. Envoyez-moi ce que vous avez. Mais Marcus, nous avons investi un capital substantiel. Si nous arrêtons tout, il nous faut une justification convaincante. Vous l'aurez. J'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Sur le montage, j'ai créé 2 versions. La première, pour David, montrait le sentier lui-même, mais j'ai coupé chaque plan montrant les créatures. Chaque vocalise, je l'ai mise en sourdine. La deuxième version était complète. Tout. Je l'ai transféré sur une nouvelle cassette, j'en ai fait une copie numérique, l'une est allée dans mon coffre-fort. L'autre, je l'ai emballée mais pas envoyée. J'ai envoyé la version modifiée à David, puis je me suis effondré de fatigue. Quand je me suis réveillé, David avait appelé 6 fois. Je l'ai rappelé. J'ai regardé vos images. C'est incroyable. Alors expliquez-moi pourquoi on n'avance pas. Avez-vous regardé la fin où je parle des préoccupations liées à la faune? On a des consultants. On peut trouver une solution. David, vous ne pouvez pas trouver de solution à ça. Qu'avez-vous vu exactement? Quelque chose qui attirerait le mauvais type d'attention. Des chercheurs, les médias, votre terrain serait envahi. Vous parlez de Bigfoot. Je vous dis que j'ai vu quelque chose qui rendrait tout développement impossible. Ce que vous croyez que c'était, c'est votre affaire. Avez-vous des images? Quelques-unes, pas claires, surtout des formes, rien de définitif. Le mensonge est venu plus facilement que prévu. Il a fait une pause, puis a ri. Vous savez quoi? D'accord, le projet est mort. On vous enverra votre paiement. Le sentier resterait privé, abandonné. Les créatures retrouveraient leur territoire. Mais il restait les images. 3 semaines plus tard, le ranger Thompson a appelé. Je voulais vous demander si vous aviez pris une décision concernant ces images. Comment saviez-vous que j'avais des images? Vous aviez ce regard. Le regard des gens qui ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Je suis encore en train de décider. Je peux vous donner un conseil? Quoi que vous ayez vu, ça a survécu jusqu'à présent en restant caché. Si vous l'exposez, ça change tout. Soudain, tout le monde se mettra à le chercher. Les chasseurs voudront des trophées. Les scientifiques voudront des spécimens. Sa vie deviendra infiniment plus compliquée. Il avait raison. De plus, si vous diffusez ces images, votre vie changera aussi. Vous deviendrez le type du Bigfoot. Votre réputation professionnelle pourrait en souffrir. J'ai montré mes photographies à un collègue une fois. En 1 semaine, la moitié d'entre eux pensaient que je les avais fabriquées. Il m'a fallu des années pour regagner ma crédibilité. Après avoir raccroché, je me suis assis devant mon ordinateur portable. Les images complètes, prêtes à être diffusées. Je pouvais changer le monde, prouver que Bigfoot était réel, où je pouvais protéger quelque chose de rare et de précieux. Mon curseur survolait le bouton « Supprimer ». J'ai pensé à ses yeux, à leur retenue. Ils auraient pu me tuer. Au lieu de ça, ils m'avaient laissé partir. J'ai cliqué sur « Supprimer ».
L'ordinateur m'a demandé de confirmer. Mon doigt a hésité. Puis j'ai cliqué sur « Annuler ». Je ne pouvais pas supprimer la seule preuve, mais je ne pouvais pas non plus la diffuser. Alors j'ai copié le fichier à 3 endroits. Disque dur externe, DVD, cassette mini DV. Puis j'ai chiffré les fichiers numériques. Et puis j'ai essayé de passer à autre chose. On m'a enlevé le plâtre 8 semaines plus tard. Au printemps 2006, je pouvais de nouveau rouler, bien que mon poignet ne soit jamais redevenu le même. J'ai pris des contrats plus modestes. Rien de trop isolé. Ces forêts avaient changé pour moi. Je ne suis jamais retourné à Gifford-Pinchot. Ce sentier est resté abandonné. Parfois, je voyais des articles sur des observations de Bigfoot. Une partie de moi voulait se manifester, mais je ne l'ai jamais fait. Certains secrets méritent d'être gardés. Les années ont passé. La technologie a changé. Le monde a continué d'avancer. Mais je n'ai jamais oublié ce jour de septembre. J'ai gardé les images en sécurité, les vérifiant tous les quelques mois, mon assurance contre le doute. En 2012, 7 ans plus tard, j'ai reçu un colis, pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une coupure de journal. Le titre disait « Un groupe de promoteurs locaux fait don de terrain pour la préservation de la faune ». L'entreprise de David avait fait don de ses 194 hectares à une fondation pour la conservation, les protégeant ainsi de façon permanente. Glissé dans la coupure se trouvait un mot sur du papier à en-tête du service des forêts, l'écriture de Thompson. Je pensais que vous aimeriez savoir, certains secrets restent secrets. Certains endroits restent protégés. Merci d'avoir fait le bon choix. Je suis resté assis, tenant ce mot, et j'ai senti une tension que je portais depuis 7 ans se relâcher. J'avais fait le bon choix. Les images sont restées sous clé. Et quelque part dans ces forêts protégées, une famille de créatures qui ne devraient pas exister continuait sa vie sans être dérangée. J'ai 64 ans maintenant. Mes jours de VTT sont pour la plupart derrière moi. Les gens me demandent parfois si je crois au Bigfoot. Je réponds toujours, je crois que les forêts sont pleines de mystères et certains d'entre eux sont mieux non résolus. Ils rient, pensant que je suis philosophe. Ils ne savent pas que je le pense au sens propre. Je n'ai jamais cru au Bigfoot jusqu'en septembre 2005, quand 3 d'entre eux m'ont pourchassé le long d'une montagne et ont choisi de me laisser vivre. Les images existent toujours. Je les vérifie 1 fois par an. Une partie de moi espère que je n'aurai jamais besoin de les utiliser. Mais une autre partie est reconnaissante qu'elles existent. Parce que les jours difficiles, quand le monde semble trop connu, je peux regarder ces images et me souvenir. Il y a encore des mystères, encore des lieux sauvages, encore des choses que la science n'a pas cataloguées. Et certains de ces mystères vous regardent en retour avec des yeux intelligents, prennent des décisions sur le fait de nuire ou d'aider, et puis disparaissent dans la forêt comme de la fumée. J'ai été pourchassé par un Bigfoot en septembre 2005. J'ai la preuve. Et je ne la montrerai jamais à personne. C'est mon histoire, c'est mon secret. Parce que je leur dois bien ça. Aux créatures qui auraient pu me tuer, mais qui ont choisi la clémence. Aux créatures qui ont survécu en restant cachées, en étant plus intelligentes que nous. Je n'ai jamais cru au Bigfoot, mais le Bigfoot a cru que je valais la peine d'être épargné. Digne de confiance pour garder leur secret, et j'ai l'intention d'honorer cette confiance pour le reste de ma vie. Certaines vérités sont trop dangereuses à partager. Certains mystères sont destinés à rester non résolus. Certaines images sont destinées à rester sous clé, vérifiées 1 fois par an, jamais diffusées dans un monde qui n'est pas prêt. Le monde n'a pas besoin de ma preuve, et quelque part dans les forêts de Washington, une famille de créatures impossibles se porte très bien. C'est exactement comme ça que ça doit être.